Oui, donc à nouveau, merci de votre invitation. Donc, on a fait le choix de faire un focus sur l'endométriose. J'entendais actuellement beaucoup parler d'endométriose du fait d'une médiatisation et parfois une surmédiatisation liée aux réseaux sociaux, aux associations de patientes et également aussi du fait de la stratégie nationale. Dans le cadre de cet après-midi à l'Académie de chirurgie, donc j'ai fait le choix de faire un focus sur l'endométriose digestive en associant bien sûr mes collègues et en particulier mon collègue chirurgien digestif, puisque je vous le rappelle, dans la plupart des services de chirurgie gynécologique, cette activité de chirurgie digestive est pratiquée bien sûr en binôme. Alors très rapidement, pour les non-gynécologues, on va parler essentiellement d'endométriose profonde qui correspond à 25-30% des patientes présentant l'endométriose, puisque vous le savez, la principale forme d'endométriose est l'endométriose ovarienne. Donc on parle d'endométriose profonde lorsque les lésions sont situées à plus de 5 mm en profondeur au-delà du péritoine, et en particulier donc l'endométriose digestive qui, en grande majorité des cas, touche le sigmoïde et le rectum. Les autres localisations iléocécales ou intestin grêle sont beaucoup plus rares. Et donc, j'axerai principalement mon topo sur cette entité, donc sur l'endométriose digestive colorectale, avec deux entités qui sont bien distinctes et qui ont bien été définies par nos collègues radiologues qui ont fait beaucoup d'innovations. J'y reviendrai après, avec une première entité qui est l'adénomiose, ouais, l'endométriose rectale, qui est souvent associée. J'ai pas de téléphone dans mon sac. Ah. Je continue. Oui, donc deux entités. La première, l'endométriose rectale, à proprement parler, qui est souvent associée à des lésions d'adénomyose externe, adénomyose postérieure, et c'est la forme la plus communément retrouvée, qui peut être associée à des atteintes vaginales. Et globalement, cette forme est globalement très peu à risque d'occlusion. La deuxième forme qui est plus souvent méconnue et qui est une entité à part entière, c'est ce qu'on appelle les formes suspendues, sigmoïdiennes, qui sont souvent associées à des atteintes annexielles gauche et qui sont souvent méconnues par l'IRM et rattrapées, je dirais, par un coloscanner, avec pour le coup, pour cette entité, une véritable risque occlusif. Alors la première question, l'objectif de mon topo, c'est de vous montrer que sur les 20 dernières années, il y a eu une évolution importante autour de cette prise en charge, avec une chirurgie qui était globalement avec une très mauvaise réputation par le taux de complications qui était noté et rapporté dans les différentes publications, par des chirurgies qui étaient peu standardisées du fait de la complexité des approches et parfois des atteintes multiviscérales, et également par des approches parfois peut-être trop oncologiques, avec des approches bien sûr non minimal invasives, ce qui aboutissait à des évolutions, comme vous voyez ici, notées sur le petit diagramme, avec des patientes qui étaient parfois multi-opérées, avec des résultats, que ce soit sur la douleur ou la fertilité, des résultats qui étaient peu satisfaisants. Et l'évolution au fur et à mesure des 20 dernières années a été de proposer, lorsque l'indication est posée, je vais y revenir après, sur une seule intervention, avec l'objectif que cette intervention soit efficace sur la fertilité, mais également sur la douleur, en proposant à ces patients ces chirurgies complètes pour que le taux de récidive soit le plus faible et qu'on évite justement ces chirurgies itératives. Alors bien sûr, cette standardisation de cette prise en charge passe tout d'abord, et c'est, je dirais, la pierre angulaire, c'est sur l'évaluation par l'imagerie. Et clairement, nos collègues radiologues ont fait d'énormes progrès sur l'évaluation des lésions d'endométriose par imagerie, avec ici, vous voyez des protocoles d'IRM qui sont des protocoles spécifiques, avec une particularité, bon nombre de patientes qui ont ces IRM ont des opacifications vaginales, mais également rectales, pour essayer d'avoir une cartographie qui soit la plus précise possible. Par analogie, en cancérologie, il y a eu également de nombreuses classifications qui ont été publiées, et celle qui était la première qui a été proposée dans l'évaluation de l'endométriose profonde, c'est la classification Onzian, où dans chaque colonne, on évalue le péritoine, les ovaires, les trompes, la partie rétroïsmique, les ligaments utérosacrés, la cloison rectovaginale. Et par l'utilisation de cette classification, ça permet de donner un aperçu global et précis des différentes localisations. Il y a une classification française émanant de l'équipe de Themont et de l'équipe d'Isabelle Thomasin qui rajoute un intérêt tout particulier sur le fait de l'évaluation de la morbidité périopératoire escomptée en fonction des différentes topographies. Et globalement, cette classification définit 9 compartiments antérieur, médian et postérieur, avec, vous voyez également sur la partie transversale, la prise en charge des compartiments latéraux. Et donc, cette classification, qu'on appelle la classification DPUI, qui est actuellement diffusée et utilisée par la plupart des radiologues,
pour avoir un compte-rendu d'IRM qui soit tout à fait standardisé, qui puisse être utilisé en RCP, comme on le fait dans les RCP oncologie, avec des stades précis et donc un dialogue commun et un dialogue, je dirais, cohérent entre radiologues et chirurgiens. Et donc, dans les indications opératoires très importantes, je vous ai mis ici pour ce qui nous concerne l'évaluation digestive, donc qui concerne principalement le compartiment postéro-central, avec ici, vous voyez sur ces belles images, des évaluations d'atteinte digestive, ici pour le coup très étendues et sténosantes, qui sont évaluées par cette classification. Donc vraiment une innovation très importante en radiologie avec beaucoup d'actions, de standardisation d'examen et également de précision dans les comptes rendus. Le deuxième point, c'est qu'au vu des différentes diagnostics, et on voit une augmentation croissante du nombre de patients diagnostiqués, on a essayé de bien lister aussi dans nos différentes communautés et centres d'endométriose, de cibler sur les indications opératoires. Et je reprends cette recommandation du CNGEF qu'on avait publiée en 2018. C'est une maladie bénigne, c'est une maladie qui se traite avant tout par des traitements médicaux et en particulier hormonaux, et que cette chirurgie ne doit être indiquée que lorsqu'on est en situation d'échec. Et ça, clairement, sur le plan médico-légal et bien sûr dans l'intérêt des patientes, on ne pose l'indication d'une chirurgie lorsque les patientes restent symptomatiques sous traitement. Ça, c'est la première recommandation et on se plaît à rappeler cette nécessité de garder ces indications. Et le deuxième point, lorsque chirurgie est indiquée, il y a un prérequis d'avoir bien sûr une cartographie précise dans le but d'avoir une chirurgie qui soit la plus complète possible pour limiter ce risque de récidive. L'évaluation passe aussi par, dans la plupart des centres d'endométriose, la mise en place d'hôpitaux de jour pour qu'on puisse limiter les transports des patientes et proposer bien sûr toutes les investigations, IRM, coloscanner, mais également une proposition de consultation d'algologie. Vous connaissez toute la problématique d'accès en consultation d'algologie. Dans le cadre de ces hôpitaux de jour, il y a des créneaux de consultation d'algologie qui sont dédiés à l'endométriose. On propose au sein de ces hôpitaux de jour toute la proposition de soins de support qui peut être proposée comme la kinésithérapie, l'ostéopathie, la psychologie, la kinésithérapie. Et clairement, ça, c'est un plus de ces hôpitaux de jour qui ont également amélioré le parcours de soins de ces patientes qui étaient souvent multipliées dans les consultations. Et également, un point de vigilance aussi sur les indications, c'est d'éliminer toutes les autres étiologies et diagnostics différentiels, comme les maladies inflammatoires du tube digestif, comme les problèmes de sensibilisation pelvienne, comme les problématiques de congestion pelvienne. Et on a élaboré des scores qui nous permettent justement de cibler mieux les patientes éligibles à une chirurgie et d'éliminer les patientes qui auraient une autre problématique qui devraient bien sûr traiter médicalement. Cette prise en charge passe aussi par des réunions de concertation pluridisciplinaires, même s'il y a une réglementation qui est moins, je dirais, moins aboutie qu'en oncologie, mais globalement, ces sujets d'endométriose complexes imposant plusieurs praticiens et médecins de la reproduction et chirurgiens urologues, chirurgiens digestifs, passent par ces relectures d'imagerie en RCP, mais également de discussion de dossier avec un compte-rendu de RCP qui valide cette décision multidisciplinaire de prise en charge chirurgicale. Le deuxième point, c'est sur le plan des techniques opératoires. Et ces techniques opératoires sont définies non pas en péropératoire, mais en préopératoire, de par l'expertise des différents dialogues. On essaie en RCP de définir si une patiente sera indiquée pour un shaving, donc simplement une dissection interrectovaginale avec une dissection de la séreuse, voire de la musculeuse rectale, sans ouverture rectale. C'est la première technique. La deuxième technique, c'est une résection rectale antérieure partielle, discoïde. Et la troisième technique, bien sûr, c'est la résection rectale ou sigmoïdienne segmentaire si les données justifient cette résection. Et en RCP, on essaie de définir d'emblée, en fonction du degré d'atteinte, de la profondeur, de la hauteur, de la circonférence, de définir la stratégie de prise en charge. L'objectif est d'avoir une chirurgie qui soit la moins radicale possible, avec des procédures qui soient les plus conservatrices possibles, dans le but, bien sûr, d'avoir une chirurgie complète, mais d'avoir le moins de séquelles fonctionnelles post-opératoires. Et donc, vous voyez les trois techniques qu'on utilise actuellement. Je vous ai mis un tout petit film que je vais essayer de faire passer si j'ai un petit peu de temps, en passant sur les premiers points. Donc, vous voyez ici, on est sur le col utérin ici qui a été libéré. On a ouvert la fosse pararectale gauche, la fosse pararectale droite, et on aborde ici cette lésion qui avait été bilantée par IRM. Cette patiente ne présentait pas d'atteinte vaginale, elle présentait une atteinte rectale avec une atteinte pariétale et avec un débord endoluminal. Donc, à l'évidence, cette patiente n'était pas éligible pour un shaving.
Donc, on a fait le choix de pratiquer cette dissection de la cloison recto-vaginale sans ouverture vaginale, ce qui était important par rapport au risque de fistule digestive lorsqu'il n'y a pas d'atteinte, et donc de proposer pour elle une résection discoïde antérieure, dissection qui impose de préparer la dissection discoïde antérieure pour focaliser et isoler, je dirais, la zone d'atteinte. Donc, on s'acharne à pratiquer un shaving qui sera, pour le coup, incomplet et qui sera complété par cette résection discoïde. Voilà, donc on pratique cette dissection souvent avec des pinces à ultrasons qui permettent, avec les propriétés de cavitation, de mieux voir les plans de dissection. Bon, vous voyez ici, c'est un cas relativement simple, il n'y a pas d'atteinte annexielle, on n'est pas dans une situation où les plans sont compliqués à comprendre. Et lorsqu'on approche vraiment la paroi prérectale, dans le cadre de ce shaving, on n'utilise plus préférentiellement une absence d'énergie pour justement limiter les effets thermiques. Donc on termine ce shaving incomplet pour pouvoir isoler et limiter la résection discoïde à une zone la plus petite possible pour que, au niveau, sur le plan fonctionnel, soit le plus simple possible. Donc vous voyez ici sur la partie antérieure, il y a une zone d'atteinte qui avait été évaluée par IRM et qui présentait un débord endoluminal, donc qui n'était pas éligible à shaving, qui va pouvoir être ressaqué par voie endorectale, par l'utilisation d'une pince à anastomose, où dans ce temps, on fait appel au chirurgien digestif, justement pour pouvoir placer cette zone d'atteinte au sein de la pince d'anastomose pour que cet agrafage puisse être sans aucune ouverture rectale intra-abdominale. Voilà, donc bien sûr, on fait cette résection, on contrôle que la zone a été totalement resséquée avec les tests d'usage, tests d'étanchéité. Voilà, c'est une première technique. Ces techniques peuvent être parfois utilisées à 2 reprises. On peut faire une double discoïde. C'est bien sûr beaucoup plus faible, mais vous voyez sur la série ici, c'est une faible série. C'était un événement qui arrivait relativement rarement. La question, ça ici je vous ai repris ici, mais la question du robot, alors je vais manquer un petit peu de temps pour développer un peu, même si on est beaucoup, et probablement équipe, je pense à l'équipe de Tenon, probablement très euh, intéressée, je dirais convaincue de l'intérêt potentiel du robot sur ces indications de chirurgie profonde et complexe, avec ici différentes stratégies. Ici, il y avait une urétérolyse à gauche, ici une approche de la cloison recto-vaginale avec une colpectomie, ici un élargissement en paramètre pour une hystérectomie. Je ne vais pas prendre le temps de vous faire défiler tous les films par le manque de temps. Je vais simplement rapporter ici une étude à laquelle tu avais également participé, Cyril. Vous aviez comparé, pour les patientes présentant une endométriose colorectale indiquée pour une chirurgie, vous aviez comparé les 2 groupes de patientes, célioscopie standard versus célioscopie Cassience robotisée. Et sur cette étude prospective, certes non randomisée, vous aviez montré que les marges d'exérèse étaient potentiellement meilleures avec l'utilisation de la robotique et peut-être, même si c'était non significatif, une diminution des complications péropératoires. Le troisième point pardon, que je voudrais développer, c'est sur la prévention dans le cadre de cette standardisation de cette chirurgie et de l'amélioration des résultats. L'objectif est également de prévenir ce que vous connaissez tous sur la problématique du Lars syndrome, qui est bien sûr une problématique très importante, en particulier sur ces profils de patientes algiques, jeunes et souvent infertiles. Eh bien, l'objectif, ça a été, je vous l'ai dit, de privilégier les approches conservatrices avec la problématique du nurse pairing et bien sûr de veiller sur ces techniques opératoires. Bien sûr, peut-être pas quand il y a une résection discoïde, puisqu'on n'aborde pas forcément ces nerfs, mais en situation de chirurgie segmentaire, de résection rectale segmentaire ou sigmoïdectomie, d'avoir une préservation des plexus nerveux dans le but de conserver une fonctionnalité rectale la plus normale possible. Le deuxième point, c'est sur la problématique des dérivations digestives. Jusqu'à peu, bon nombre de patientes traitées d'une endométriose digestive avaient de manière temporaire une dérivation digestive, le plus souvent sous forme d'une iléostomie, et que, bien évidemment, au vu du contexte et du profil des patientes, même si les patientes étaient informées et préparées en préopératoire, ça restait quand même une vraie problématique en termes de prise en charge, surtout quand on embrayait ensuite sur une prise en charge en assistance à la procréation. Eh bien, globalement, les choses ont vraiment changé, puisque globalement, actuellement, les recommandations pour proposer, enfin, être dans l'obligation de proposer une stomie, c'est bien sûr si les tests d'étanchéité sont défavorables et non satisfaisants en péropératoire, et uniquement dans certaines situations où les anastomoses sont très basses, avec un chiffre qui est de 5%, mais que globalement, les autres indications qu'on gardait
en tête, en particulier lorsqu'il y avait une ouverture vaginale et rectale, ne sont plus jusqu'alors. Par exemple, ici, sur notre série des 16 ou 18 derniers mois, le taux de patientes sur les 90 patientes traitées d'une endométriose digestive, seuls 2% d'entre elles ont eu une dérivation digestive. Donc, vous voyez beaucoup de modifications également d'indications de dérivation digestive. Le deuxième point, c'est que évidemment, il y a une surveillance qui est modifiée également pour ces patientes qui n'ont pas de dérivation digestive, avec une surveillance, je dirais, armée et rapprochée, avec une indication de nouvelles laparoscopies au moindre hyperthermie, au moindre douleur, pour pouvoir recontrôler la suture digestive. Pour terminer, vous voyez que sur cette évolution sur les 20 dernières années, les taux rapportés dans la littérature se sont franchement améliorés de par cette standardisation de la prise en charge, par aussi une certaine centralisation, je vais y revenir pour terminer, et que globalement, en termes de taux de complications global 10%, mais vous voyez qu'avec les taux de complications, je dirais, au-delà que la dernière d'autres 3, vous voyez que les taux de fistule qui étaient rapportés à 15-20% sur certaines séries dans les années 2000 sont passés à moins de 5% dans les centres de référence. Ça, voilà. Alors, dernier sujet, pour terminer, l'expertise chirurgicale. Vous savez que dans le cadre de la stratégie nationale, il y a une volonté d'avoir une hiérarchisation des soins. Là, c'était un aperçu des actes de chirurgie digestive réalisés pour endométriose en France en 2015. Et vous voyez qu'il y avait une nette disparité du volume d'activité en France sur les différents centres, avec des centres à gros volume et des centres avec très, très faible volume. Je repris cette diapositive puisque l'objectif, c'est celui-là, c'est une seule chirurgie complète avec des résultats optimaux en termes de fertilité et de douleur. L'objectif de cette stratégie, c'est de définir justement des niveaux 2 et des niveaux 3 pour que les niveaux 3 puissent prendre en charge ces situations chirurgicales complexes. Nous avons été sollicités au sein du CNGEF et également de la SSGP pour réfléchir et proposer à la DGOS des critères qui pourraient définir des centres experts. Donc, ce texte a été proposé et c'est actuellement en cours de discussion, puisque c'est un sujet complexe, vous imaginez bien, mais que globalement, on s'est basé quand même sur des critères de volume, puisqu'il y a plusieurs publications qui montrent que la morbidité est bien sûr corrélée au volume d'activité, avec un seuil minimal à 20 chirurgies d'endométriose complexe, incluant une ouverture rectale, ou un geste urologique, ou un geste diaphragmatique, mais clairement avec une chirurgie qui impose une prise en charge multidisciplinaire, avec au minimum 2 chirurgiens gynéco référents dans le centre, et vous voyez au moins un chirurgien qui pratique au moins 10 cas par an, avec la nécessité, puisque je vous l'ai dit, c'est la pierre angulaire, c'est qu'il y a un radiologue référent qui puisse participer au RCP et à toutes ces relectures, et que également dans l'équipe soit identifié, dans le cadre de ces prises en charge multidisciplinaires, un référent urologue, un référent digestif. Pour terminer, donc, quelques diapositives pour vous présenter l'évolution autour de cette thématique, au vu de toute cette médiatisation. L'évolution, bien sûr, en termes d'indication, puisque celles-ci, je pense, sont mieux ciblées qu'elles ne l'a été avant par tout l'accompagnement des médecins de la douleur qui participent à nos prises en charge, par le fait que l'évaluation préopératoire et la cartographie IRM a également énormément progressé par l'utilisation aussi de ces classifications. Et en termes de techniques opératoires, bien sûr, des techniques de moins en moins agressives, de plus en plus conservatrices, dans le but de limiter les séquelles fonctionnelles, en particulier urologiques et également digestives. Pour terminer, je vous invite tous dès la semaine prochaine, à ce congrès du collège, qui est le congrès Paris Santé Femmes, qui réunit toutes ces sociétés savantes autour de la santé de la femme, dont vous êtes les bienvenus. Et ça aura lieu la semaine prochaine à Paris, au CNIT. Et de manière beaucoup plus confidentielle, si vous êtes intéressé par la chirurgie d'endométriose, vous êtes les bienvenus à Lille fin juin pour ce séminaire sur l'endométriose digestive. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre pour ce panorama complet de la chirurgie digestive. Juste une question complémentaire, parce que comme tu l'as montré, on va vers une meilleure indication dans ce qu'on doit faire. Quelle est dans cette diminution la place que tu vois pour les ultrasons focalisés tels que ça a été introduit en France par Gilles Dubernard et qui est en train de s'étendre dans plusieurs centres, dont Lille, bien sûr. Donc, comment tu situes ça dans cette désescalade, en quelque sorte, de chirurgie agressive avec une morbidité qui était importante et qui diminue? Alors, juste pour rappeler, donc, en lien avec les travaux en urologie, et en particulier sur la prostate, effectivement, un de nos confrères lyonnais
développe une thématique de recherche sur l'utilisation des ultrasons hautement focalisés par voie endorectale pour ces lésions. Donc, nous sommes en cours d'évaluation et pour avoir participé à cette étude, même si, encore une fois, nous sommes uniquement dans un but d'investigation, clairement, on voit des résultats. Et pour quelques patientes traitées que j'ai pu évaluer, où vraiment il y a une efficacité qui semble indéniable, même si ça reste encore une fois à prouver. Donc, je pense qu'il y aura une vraie place, je pense, à l'avenir pour l'utilisation des ultrasons, hors situation, bien sûr, de lésions sténosantes, occlusives, mais uniquement sur la problématique de la douleur. Clairement, je pense que ça devra rentrer dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge de l'endométriose Et là, recto-vaginale. il y a en cours une demande de registre pour cette évaluation. Et Oui. je dis ça sans conflit d'intérêt, mais clairement, sur le plan du service rendu par les patientes Oui. en cours d'évaluation dans le cadre de ce protocole, parce que clairement, on est encore là sur l'étude endo-IFU2, il n'y a pas eu de levée d'aveugle, Mm. puisque les patientes n'ont pas été informées si elles ont reçu un traitement ou non, ni moins. Et actuellement, on sait, globalement, dans la plupart des investigateurs, on arrive à percevoir les patientes qui ont été traitées. C'est plutôt bon signe. Donc, je vais A priori, demander, traité. quel est le nombre de malades opérés en France pour endométriose? Est-ce que tu as ce chiffre-là? Vous parlez d'endométriose digestive? Non, enfin, digestif d'une part et globalement, d'autre part, tout organe confondu. Je n'ai pas les derniers chiffres sur le plan national, mais Oui, simplement sur le papier qu'on avait publié, mais qui est purement déclaratif. Il y avait 1200 patientes qui avaient été traitées d'endométriose digestive. digestif 1200. Par contre, Non. votre question, je pense que clairement, au vu de la médiatisation, il y a un vrai sujet par rapport aux d'augmentation de chirurgie du fait de cette... Et est-ce qu'on sait le nombre de gestes opératoires qui sont faits en moyenne? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5? Parce que le problème actuellement, Vous parlez d'accotation. pour la cotation, parce qu'on a proposé quelque chose au niveau du OHL, tu as des chiffres pour ça ou pas? Je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais ce qu'il faut sur le plan pratique, il est vrai que lorsqu'on pratique une chirurgie d'endométriose, il y a généralement un geste sur les annexes, les trompes, les ovaires, il y a un geste d'urétérolyse, il y a un geste de résection de la lésion, il y a le geste parfois lorsque le chirurgien urologue ou chirurgien digestif doit pratiquer une dissectomie partielle ou un restaurer. Donc il y a souvent une multiplication des actes Non, alors qui sont réellement effectués. non, c'est pour ça. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a réellement, puisque par définition, comme il n'y a que 2 gestes qui sont payés, quand c'est en libéral, à l'hôpital, rien n'est payé pour les chirurgiens, mais comme il n'y a que 2 gestes payés, les gens codent. Alors là encore, les chirurgiens se donnent des verges pour se faire battre, codent que les 2 gestes et ils disent ça me fait chier de coter les autres. Ce qui fait que dans l'étude, alors que maintenant, avec les bases de données du SNDH, on peut avoir plein d'enseignements, on ne les a pas puisque les gens n'ont pas codé. Bon, on a réussi à faire passer au niveau du Haut Conseil, puisqu'on a eu une réunion en urgence il y a 8 jours et que c'est passé dans la Convention, on a fait créer un système de procédure spécifique en prenant l'endométriose comme exemple, parce que vu tout l'environnement médiatique sur l'endométriose, je me suis dit que c'était le bon moyen de le faire passer. Donc, il y a des actes. Le principe de la nomenclature, c'est un acte isolé qui couvre tout ce qui est fait. Il y a un acte. De façon exceptionnelle, on peut rajouter un deuxième acte qui est payé à 50%. Mais il y a un certain nombre de pathologies, en cancéro, l'endométriose, certaines en urologie, etc., où il y a systématiquement plusieurs actes parce que la maladie fait qu'elle est multifocale. Donc, on a réussi à faire passer le fait que pour l'endométriose, on a créé donc, ce qu'on appelle les procédures construites, c'est-à-dire qu'il y a un acte principal, et puis c'est une formule mathématique, il y a l'acte principal, plus, alors classiquement c'est un deuxième acte à 50%, puis ça s'arrête là. Là, on fait plus, entre parenthèses, alors là c'est la négociation en ce moment, entre 3 ou 4 actes supplémentaires, dont le pourcentage devra être défini, ce qui fait que soit en préopératoire, soit en péropératoire, parce que je suppose que dans l'endométriose, il y a encore un certain nombre de gestes qui sont faits parce qu'ils sont découverts et que tout n'est pas vu de moins en moins, mais il doit y en avoir encore. Et donc, au moment du codage du chirurgien,
Donc, c'est un moyen de les pousser pour coder. Au moment du codage, il mettra hystérectomie, plus disque antérieur, plus ablation de péritoine là, et plus urétérolyse, par exemple. Et donc, sur une liste d'actes opératoires programmés par le Haut Conseil des nomenclatures, le chirurgien pourra faire ça. Et donc, a priori, dès la mise en route, l'endométriose pourra coder au moins 3, voire même 4 actes qui pourraient être codés et remboursés. Mais donc, on s'aperçoit, et c'est là, j'insiste lourdement, mais l'absence de données, de data, fait que quand des gens comme nous essayons de défendre aux tutelles les choses, le faire sans avoir de chiffres, c'est un peu difficile. Parce que, bon, par exemple, là, j'ai vu que sur le plan de diagnostic préparatoire, vous aviez fait des progrès. Bon, il va falloir qu'on intègre ça dans le système. Donc, je crois qu'il faudrait que très rapidement, on sache et que les gens prennent l'habitude de coder même ce qui n'est pas payé. Parce que sinon, c'est suicidaire. Une question concernant le nombre de centres de niveau 3 compétents en endométriose. Alors là, je suis bien en difficulté de vous répondre puisque actuellement, ces critères ne sont pas encore retenus, n'ont pas été officialisés. Je le saurai dans 2 ans. Ouais. Et que globalement, chaque ARS est libre en fonction de l'offre du territoire de définir le nombre de centres. Donc là, actuellement, je peux pas vous répondre, d'autant plus que cette stratégie, l'objectif est fin 2023. Donc il y a encore beaucoup de régions où cette définition-là n'a pas été à ce jour. Les centres n'ont pas été encore définis. Par exemple, dans la région. Et comment réagit Endo-France, le club des patientes? Alors, sur les 2 associations de patientes en Domaine et en France, ils sont plutôt favorables à ça, même si leur demande principale, c'est d'avoir un annuaire de professionnels de niveau 1. C'était la première demande pour que les patientes puissent avoir justement une offre de soins de premier niveau. Mais je pense que pour en avoir discuté, ils sont plutôt favorables au fait qu'il y ait une hiérarchisation des soins et une définition de centres de niveau 2 et de niveau 1. À ce moment-là, tu expliques aux associations que si elles veulent avoir un résultat rapide, le seul moyen, parce que les seuils, on a l'exemple du cancer, où les seuils, c'est bidon, c'est de réussir, je suis désolé encore, mais de mettre en route avec le CNP les registres. Le registre, et en un an, vous avez l'activité de chacun des chirurgiens sur des sujets comme ça, et vous savez l'activité réelle. Et pas parce qu'après, à chaque fois, on dit, ah oui, celui-là, ça compte, celui-là, ça compte pas. C'est endométriose, hop, ça rentre dans... Et on le sait. Et ça permet de savoir en 1 ou 2 ans d'avoir les choses. 1 ou 2 ans, c'est le tiers du temps nécessaire à l'ARS ou à la DGOS à prendre des décisions. Parce qu'en plus, là, il y a toute la problématique du codage. François, est-ce que actuellement, quel est le nombre de registres qui ont été déclarés? Actuellement, des registres à la FSM, il y en a, je dirais, 25. Prends le micro, hein. On a à peu près 25. Et là, déjà... C'est très insuffisant par rapport à... Oui, mais enfin, il y a 3 ans, il y en avait pas 3. Ouais. Donc c'est... Oui. Il y a un effort. Ah oui, non, mais il y a un effort. La FSM et les CNP financent. Moi, j'ai rencontré la DSS, la Direction de la Sécurité sociale. On a permis de ramener 60 000 € pour le financement de registres. Et il faut impliquer les laboratoires en leur disant, c'est bien, vous aidez, mais si vous voulez changer votre image de marque vis-à-vis des tutelles, vous leur dites, eh bien, on va financer des registres. C'est les CNP qui sont propriétaires des données et pas les labos sur le plan des données des malades. La technique, la technique industrielle, ça c'est autre chose. Et ça permet comme ça d'avoir des chiffres et d'évaluer. Et les labos, ils ont une image de marque comme quoi ils aident à l'évaluation. Faut leur mettre là. Et pour ne pas effrayer les chirurgiens, il faut que ce soit en fait des registres hyper simples où il n'y a que quelques questions parce que beaucoup disent ça fait encore des papiers en plus. Et compte tenu de ce qu'on vient de dire, ne serait-ce que cet après-midi, en fait, il y a au moins 3 pathologies qui vont nécessiter des registres, même si je le suis. Donc 2 questions. Une remarque sur ces registres pour y revenir. Dans les groupes privés, les gens qui codent savent faire le lien facilement entre le PMSI, le codage et les registres.
dans les groupes publics, où j'ai fait partie, on ne pouvait pas rentrer directement dans les registres. Et à l'assistance publique, à un moment, on s'occupait de registre de l'obésité. On ne pouvait pas rentrer nos patients dans le registre de l'obésité. Et donc, François Richard, toi qui as de l'influence, peut-être pourrais-tu te battre auprès de la DGOS, des hôpitaux et tout ça, pour que ce soit facile dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux, ça va être facile, puisque ça va être... Ça va être via Internet, alors sécurisé, mais le digestif, l'urologue, le gynécologue rentrera les données de ces malades qui dépendent, qui ont un registre directement sur un ordinateur. Ça va être très très simple et c'est déjà comme ça. C'est comme ça que fonctionnent les chirurgies cardiaques où ils enregistrent ou qui marchent très bien. Je suis avec toi. Antoine, dernière question. Juste, oui, deux remarques. Merci pour cet exposé. Deux remarques. D'une part, pour dire quand même qu'en endométriose, on s'est assez bien organisé avec les réseaux. Il faut quand même le souligner, c'est qu'en France, il y a un maillage maintenant des réseaux régionaux. Bon, je suis Rhône-Alpes, on était un des réseaux pilotes et ça marche vraiment bien, privé, public. Je crois que c'est vraiment, il faut le souligner, ça ne marche pas toujours très bien. Et concernant par contre les registres, ça me paraît très intéressant, on avait un logiciel Rhône-Alpes qui était trop compliqué et que personne ne remplissait car il fallait pratiquement autant de temps pour remplir ce registre que pour opérer la patiente. Donc il faut que les registres soient simples. Et je crois que ça, c'est important. Voilà, il faut que ce soit très, très rapide à remplir. D'abord, il y a déjà un certain nombre de registres qui sont, par exemple, en urologie, il y en a un sur la prostate qui est automatiquement branché sur le PMSI. Donc déjà là, il y en a certains où c'est déjà fait. Et puis, il y a d'autres registres où on a une question ou deux questions à régler. Il y a 10 items à remplir, pas plus. Et puis, toutes les données du PMSI, administratives, etc., on n'a pas besoin de les remplir. La FSM, ça, elle a pris ça comme règle de jeu de départ, qu'il n'y ait pas de double remplissage pour tout ce qui était déjà dans le PMSI. Merci à tous. La suite. Merci. Bravo.